Je sais que c'est difficile de poser des questions après avoir vu un film. Moi, je préfère que vous soyez vous à poser des questions, parce que moi, je suis partie prenante de ce film. Je peux poser beaucoup de questions, mas c'est plutôt o que vocês pensam do filme. Podem pôr em português, em francês ou em inglês, como quiserem. Em russo não tenho cá o Gerard para traduzir, mas, portanto, comme vous voulez. La première question, c'est la plus facile, en effet, parce qu'on peut dire des bêtises, puisque il faut faire marcher le dialogue. Donc, je n'ai pas peur de faire des bêtises. Bon, de toute façon, il y a ici des divans, des chaises. Il y a des divans pleins et des chaises vides. La chaise de Gérard qui est partie, puisqu'on pourrait le mettre aussi sur le divan. Je ne sais pas si c'est le divan de Staline ou le divan d'Hillary ou de Trump, comment il t'appelle Donald Trump. Fanny pourra peut-être tisser là-dessus un tas de questions et de suggestions et d'explications. Elle a fait un film très beau, très puissant, très fort. Gérard, ça pourrait pas être autrement. Il a fait un rôle spectaculaire. C'est normal, n'est-ce pas? Donc, votre film nous a beaucoup ému, m'a beaucoup ému, bien sûr, je ne vais pas parler par les autres. Et il pose un tas très complexe de questions. Je vous remercie de ce film et j'espère que quelqu'un puisse aussi participer dans le débat et tisser les liens entre la psychanalyse, le fascisme, le totalitarisme, les temps présents. Voilà, les temps présents, c'est ça où je me mets sur le divan moi-même. C'est tout. Merci beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas de réponse, mais j'ai voulu poser des questions. Et j'ai voulu justement mettre en psychanalyse ou en vulnérabilité un homme qui se mettait à parler tout d'un coup en mentant à lui-même, c'est-à-dire en ne voulant pas avoir de solution sur lui. Mais comme il le dit à Lydia, je voudrais bien savoir comment s'y est pris Freud pour extorquer tous ces secrets à ces bourgeois nantis. Donc je me suis servi de cette soi-disant psychanalyste pour laisser filtrer ce que pouvait avoir même un homme monstrueux comme Staline avec ses péchés, ce qu'il avait en lui qui serait inconsolable. Le petit garçon d'abord, la femme qu'il avait aimée qui s'est suicidée, qui était le péché suprême pour l'Union soviétique, c'est-à-dire de décider quand on veut mourir. Donc dans toute cette histoire que j'ai racontée, en fond, tout reste ouvert. J'avais l'impression que pour moi, le turning point, c'était comme quand Lydia s'adresse au spectateur en disant « Et toi, t'as fait quoi pour perdre ton âme ?» Comme si chacun de nous, vous avez dit, monsieur, justement, notre époque, on est toujours sur le point de perdre notre âme si on ne fait pas attention. Ce n'est plus des fascistes purs et durs comme Hitler ou Staline, mais c'est peut-être plus pernicieux. Peut-être que la société matérialiste nous fait perdre notre âme encore plus définitivement. Voilà, c'était une question. Et bien sûr que j'ai pris comme des archétypes, c'est-à-dire Lydia qui avait longtemps flirté avec le pouvoir, tout d'un coup disait non, comme il n'est possible à nous tous de dire non à un moment donné. Même si on n'est pas né saint ou martyr, il y a quelquefois des moments dans sa vie où on dit non. Et puis l'autre archétype, qui est nous aussi, le peintre Danilov, qui fait des compromissions, qui s'arrange de la vie. Mais c'est pour ça aussi que quand j'ai demandé au jeune acteur, quand il descend les escaliers pour rejoindre le cortège de Staline qui va à Moscou, je lui dis, est-ce que vous pouvez descendre cet escalier en glissant? Parce que c'était là aussi, pardonnez-moi Paolo, métaphorique.
mais qu'il y va, mais il va glisser. Il s'en sortira pas non plus. Parce que je pense que toute compromission avec un pouvoir qui vous dégrade est le début d'une chute. Et j'ai aussi, je parlais avec Paolo, c'était aussi une petite métaphore de ce petit chien qui court, et qui, juste à la dernière minute, est sauvé du meurtre que feraient les chiens sur lui. Donc j'ai fait beaucoup dans mon film, plus de questions que de réponses. Mais je pense toujours que pour moi, avoir vu des films dans lesquels il n'y avait pas de réponse, ça me permettait plus de rêver. Et quand Gérard a dit opératique, je pense que je comprends pourquoi, comme une sorte de, comme un rituel inexorable vers quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore parlé, mais je pense que un peu ce film vient aussi d'un amour profond que vous avez pour quelqu'un, un grand écrivain russe, Mandelstam, et que c'est lui qui vous a inspiré, et c'est à partir de lui. J'aimerais que vous en parliez un peu, parce qu'il y a quelque chose que, bon, il y a une phrase à la fin que vous citez Mandelstam, mais tout ce rapport à ce grand poète, c'est quelque chose qui... Oui, j'ai très jeune lu tous les grands poètes russes de cette époque, justement, où ils sont Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova et Ossip Mandelstam, qui était un vrai poète dans tout ce qu'on peut... Voilà, symboliste, avec l'amour des mots, avec l'amour de la musicalité des phrases. Et tout d'un coup, comme s'il allait chercher sa mort, il a écrit un sonnet extraordinairement injurieux à l'égard de Staline au moment de la plus grande terreur, dans les années 34, 35, 36, 37 de la terreur rouge, et que c'était comme un des plus grands gestes politiques qui soit, c'est-à-dire le poète contre le dictateur. Parce que Staline était un homme éveillé, il avait fait des études, très intelligent, il parlait les langues, il aimait la musique, il aimait la poésie, ce qui fait encore plus peur parce que c'est pas un abruti. Et que son rêve, c'était d'être glorifié par les vrais poètes. Mais un vrai poète ne peut pas glorifier un dictateur. Et il a fait ce quatrain on l'a emmené il a été expulsé de Moscou. Mais comme il aimait tellement Moscou, il est revenu. Et là, il a été envoyé dans les camps où il était fragile, où il a été envoyé dans les camps à un moment donné où il avait qu'un pauvre manteau en cuir. Mais lui, il reste éternel. Il reste éternel, Ossip Mandelstam. Il est le héros qui représente comme une leçon à nous tous, comment cette force de résistance malgré tout. Même si vous me demandez résister à quoi, je crois que chacun de nous sait à quoi il doit résister. Et que j'ai fait exprès de choisir cette période qui fait partie de la mémoire collective comme une des périodes les plus dangereuses, parce que je pouvais mettre des protagonistes qui racontaient une histoire. Mais au fond, j'étais habitée plus par un danger un danger de se voir corrompu d'une façon plus, comment on pourrait dire, dangereuse, parce qu'on peut moins identifier l'adversaire dans nos temps modernes. Je pense que le danger est plus grand quand vous ne pouvez pas identifier un adversaire. Et qu'en effet, je me souviens que pendant tout le temps du film, j'ai pu mettre comme titre de mon film « Et derrière moi, une cage vide », parce que ça me semblait être comme un chant à la liberté de dire, malgré toutes vos cages, moi, je m'en suis échappée. Et puis, je suis revenue au titre Le divan de Staline, qui était plus cohérent, qui racontait plus ce que je voulais dire. Bon, des questions encore?
Bonjour. Je voulais savoir si je n'ai pas lu le livre, si le film de Sternberg, de Blue Angon, c'est dans le livre, c'est un choix à vous que choisit le film de Sternberg pour la séquence en Staline. Non. Et en fait, dans le livre, il ne voyait que des films américains. Mais tout d'un coup, j'ai préféré... J'avais eu un grand souvenir d'un film que j'avais vu très longtemps, L'Ange bleu. Et je me souvenais de ce plan dans lequel le professeur Einrad se fait ridiculiser. Et je voulais que Staline se sente identifié au mari trompé, au cocu de service, en cassant des œufs sur sa tête. Donc ça, je l'ai inventé. Et j'ai eu un très grand rapport avec l'écrivain Jean-Daniel Balthassa, qui m'a laissé carte blanche. Donc je me suis servi de romans comme le squelette, comme la trame. Mais par exemple, dans le roman, le peintre se suicidait. C'est moi qui étais plus cynique et qui ai fait du peintre quelqu'un qui disait oui. Et puis, j'ai inventé le personnage de la fausse femme de chambre qui était en fait un agent infiltré du KGB et qui se révélait être celle qui allait arrêter l'amante de Staline. Et donc, et comme l'auteur c'était un homme magnifique, lumineux, il a accepté que son histoire soit racontée avec un autre point de vue. Et que je trouvais très intéressant que Gérard regarde ce grand acteur, Émile Janin, qui jouait le prof. Vous savez, comme une mise en abîme. Et voilà. Oui, il y a des moments dans l'histoire où on fait la traversée du désert, on doit la faire. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la majorité des gens qu'on n'a pas raison. Et c'est pour ça que je me demande si votre film pouvait être comme ça il y a 20 ans ou 30 ans. Je crois que ce film que vous faites est aussi beaucoup, il y a à voir avec nos temps, avec cette décision qui parfois n'est pas très rationnelle de pouvoir dire oui ou non, ou de désister, ou de se compromettre. Oui. C'est pas vraiment qui sont mes ennemis, mais c'est qu'est-ce que je veux défendre et avec qui et jusqu'à où je vais. Et est-ce que nous savons ça de nous, simplement dans le moment de décider, est-ce que nous savons? Ça, c'est la vérité. On ne peut pas savoir avant. Et je me demande si cet film, pour moi, je pensais toujours à aujourd'hui quand je l'ai vu. Et je me demande quel était votre objectif, ou si ça aussi c'était part de vos objectifs. Justement, avant le film, j'avais dit que j'avais voulu raconter cette histoire comme un conte. Vous savez, les contes qui racontent une histoire qui semble très loin de vous, comme il était une fois une jolie princesse qui habitait. C'est pour ça que j'ai fait le film avec les grilles qui s'ouvrent et les grilles qui se referment. Mais en effet, j'ai toujours dit quand je faisais avec Paolo, avec Gérard, c'est pas le documentaire qui m'intéresse, c'est pas la réalité historique, c'est le fantasme. C'est pour ça que je n'ai rien fait pour que Gérard Depardieu ressemble à Staline. Bien sûr que j'avais besoin d'une réalité comme les gardes armés habillés, les femmes de chambre, j'ai tout fait exprès de tout styliser. Je savais que Staline était toujours habillé pareil, avec un costume presque militaire, il était très sobre. Donc je me rappelle avoir dit à Gérard deux choses. Staline parlait avec une voix très, très douce, et Staline avait toujours comme un demi-sourire. Mais une fois ça, je lui dis « sois libre ». On ne fait pas un documentaire sur Staline. Ça ne m'intéresse pas. Il y en a plein avec des vraies images d'archives, avec des vrais historiens. Moi, je voulais raconter quelque chose qui faisait que, comme vous avez dit, madame, que chacun de nous se dise un peu, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais moi, qu'est-ce que je ferais maintenant? Et que personne n'est un saint. Il y a le blanc et le noir, vous savez, ce siècle de Staline, on a appelé ce siècle le siècle chien et loup.
Vous savez, les Français, ils disent l'heure du chien et loup. Vous ne savez pas si c'est la nuit, vous ne savez pas si c'est encore le jour. Et que la vérité était très difficile. Et le jugement encore plus difficile. Vous savez, quand on regarde même l'histoire de France, après la collaboration des Français avec les nazis, c'était très difficile de porter un jugement. Parce qu'il faut être dedans, il faut être dans la terreur. Donc, un film, c'est toujours une situation extrême, avec un début, un milieu, une fin. Mais au fond, dans un film, moi j'ai vu des films comme ça qui m'ont aidé à vivre, même si, comme vous avez dit, je ne sais pas quelle décision je vais prendre. Mais au moins, je sais qu'il s'agit de ma vérité, de moi. Et que ce film racontait l'individu face à une tranche de l'histoire dans laquelle tout le monde s'est senti impuissant. Sauf, justement, cet Ossip Mandelstam. Ou d'autres poètes qui se sont tus. Ou par exemple, un homme comme Bulgakov. Ou un homme comme Pasternak. Tu vois, ce sont des gens alors qui ont décidé de se taire. Ou vous avez l'exemple extrême, un homme comme Shostakovich. Il a continué à composer. Alors il y a beaucoup de gens qui l'ont accusé d'avoir temporisé avec Staline. Non, c'était beaucoup plus ambigu que ça. Il continuait à faire sa musique, ou dans sa musique il disait des choses, mais on m'a raconté qu'il dormait toutes les nuits avec sa valise prête sous son lit, comme si il sentait qu'on pouvait l'envoyer d'un jour à l'autre dans les camps. Donc moi, tous ces gens, j'ai lu leur vie, j'ai écouté leur musique, j'ai lu leurs poèmes très jeune. Je me suis dit que j'avais beaucoup de chance quand même d'être née dans une démocratie où rien n'est parfait, mais qu'ils avaient éclairé, de par leur vie, de par leur œuvre, une humanité qui pourrait retourner vers des temps obscurs. On sent arriver des choses comme... On sent comme des prémices. Demandez, est-ce que dans les années 30, les gens ont su devenir aller s'abattre des choses énormes. L'histoire ne se reproduit jamais pareil, mais moi je sens des signes avant-coureurs d'une forme d'obscurantisme. C'est vrai que je n'ai pas raconté une comédie. C'est vrai que... Mais peut-être le prochain film, Paulo. Le prochain. Eu peço desculpa, mas vou falar em português, assim, porque não falo muito bem o francês há muito tempo. Aquela cena dos cães esfaimados a comerem as bananas ficou muito marcada. Aquilo é uma simbologia do povo soviético cheio de fome? La scène des chiens qui mangent affamés, c'est une symbologie de la fin qui existait à l'époque au peuple soviétique. Non, c'était pas tellement sur la fin. C'était comment les gardes du KGB, je ne sais pas comment il s'appelait à l'époque, comment ce jeune peintre était ridiculisé par la force armée parce qu'il avait eu peur juste des chiens qui se jetaient sur des bananes. C'était plutôt pour la cruauté, pour le rire de la force contre quelqu'un un peu vulnérable. Português. Era mais para como símbolo de como o jovem pintor ficou apavorado por uns simples cães que representavam um pouco a força do KGB, se précipitavam sobre as bananas. Et vous avez pu voir tous les beaux gardes armés qui étaient ces jeunes hommes qui étaient venus de... Et ce qui était magnifique, c'est tous ces hommes et toutes ces femmes de Luso qui sont venus, qui m'ont fait confiance. Mais c'était comme si c'était des acteurs à part entière. Ils ont joué le jeu. E pôde-se olhar para todos aqueles jovens soldados, a maior parte deles, e que são ali do Luso, e que para ela eram exatamente
tratados como se fossem atores, como qualquer outros atores que estavam lá. Parce que j'ai traité cette histoire comme un drame intimiste, où ça se passe à 2 ou à 3, mais que tout d'un coup, le peu de personnel qu'il y a dans la maison représente la société, le groupe qui se tait, qui rit avec Staline, alors que là, il y a la vieille dame qui tombe. Parce que qu'est-ce qui fait une dictature? C'est l'acquiescement des autres. Vous ne pouvez pas être un dictateur si tout le monde vous dit non. C'est pour ça qu'il y avait cette petite scène symbolique que quand il y a la vieille dame qui vient baiser la main et qui lui dit et qu'elle tombe, Staline rit et tout le monde rit. Donc tout le monde procède de l'acquiescement de ce pouvoir fort. Merci Madame pour votre film. Vous demandez des questions, mais j'espère que vous acceptez aussi des félicitations. D'abord, parce que c'est un film qui a un rythme qui nous permet de penser en le regardant. Et vous avez très bien noté ce qu'une dictature fait à un peuple. Et pourtant, on était enfermés dans une grande ferme. On se demande, après avoir votre film, et le peuple soviétique, il continue. Il est là toujours. Et quand il a souffert cela, vous le montrez très bien, mais il vit toujours. Et maintenant, il ne fait pas partie de l'Union européenne. Et pourtant, c'est un peuple européen. Absolument. Pourquoi? Parce qu'on regarde la personne qui le conduit, encore aujourd'hui, pas le peuple. Et alors, je vous félicite parce que pendant qu'on regarde votre film, on pense. Autre chose, c'est que vous avez choisi Gérard Depardieu. Et lui, c'était une personne là, toute une autre là-bas, mais c'est parce que dans la main des réalisateurs, c'est vraiment une patte et il se transforme dans le personnage. Il sera toujours Cyrano de Bergerac parce que c'est son meilleur film, sans doute, son meilleur rôle. Mais vraiment, il était là, tellement différent de votre personnage. Madame, que votre film puisse servir à penser. Merci. Et à penser ce que les dictatures font aux gens. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très beau. Merci infiniment. Il y a une chose que je voudrais dire, je n'ai même pas besoin de micro, je dis ça à la maison. Au nom de toute l'équipe, au milieu de ce tournage-là, je vous avais dit, je me sens vraiment ardent. Aujourd'hui, je me dis qu'on se sent vraiment ardent. Bon. Merci, vous étiez mon premier public. Alors, je vous oublierai Merci pas. beaucoup. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Gérard, qui n'est plus là. Merci à toute l'équipe qui est là. Sans elle, et tous les acteurs. C'était un tournage intense, formidable, mais qui est seulement possible parce que vous avez réussi à fédérer autour de vous des complicités, des amours, si vous voulez, quelque chose de très fort qui ont fait qu'on a pu faire le film. Et je pense qu'on a pu vous donner la possibilité de faire un film comme vous voulez le faire. Absolument, Paolo. Absolument, vous êtes un faiseur de miracles. Oh non. Et il faut Merci. dire aussi que ce film, moi j'aime le présenter ce soir à Lisbonne, parce que ce film a pu exister en grande partie grâce à l'aide portugaise. Ouais. Je me rappelle avoir dîné avec le ministre de la Culture, magnifique. João Soares. C'est João, ça a été surtout quelqu'un qui a compris dès le départ
le projet en été. Donc il a même, Et je puis, pense... Et puis surtout, après, moi, c'est le 3e film que je fais avec Paolo et le 2e que je tourne à Lisbonne. Et toujours, ce que j'aime dans le cinéma, c'est le côté artisanat, où chacun, même sans beaucoup de moyens, va faire la chose qui va rendre le mieux en imaginant, en faisant travailler son intelligence, son savoir-faire, son enthousiasme. Et moi, quand je suis arrivée dans ce palais-hôtel de Bussaco, tout a été fait comme ça, à une vitesse de l'éclair, avec des gens qui avaient 3 fois rien comme argent et qui ont rendu tout ça magique. Donc, je les remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup.